Londres, le 10 janvier 2010. 200 personnes s'apprêtent à tenter un suicide collectif devant les caméras de télévision. Dans ces tubes, 84 comprimés de poison, arsenic, soufre ou belladone. La même scène se déroule simultanément dans plusieurs villes anglaises, mais aussi à l'autre bout du monde, à Sydney, en Australie. 5, 4, 3, 2, 1. Les secours n'auront pas besoin de se déplacer. Les médicaments sont homéopathiques. Ces militants ont voulu démontrer que si l'overdose n'entraîne aucun symptôme, c'est tout simplement parce que, selon eux, les granules n'ont aucune efficacité. Yummy. Ça n'a l'air de rien, un tube de granules. Des billes à faire fondre sous la langue, un peu de latin, et puis quelques chiffres et des CH. Ça n'a l'air de rien, et pourtant ces granules font débat depuis plus de 200 ans. Si l'homéopathie était une religion, son temple serait la pharmacie, et ses adeptes les plus assidus, les mères de famille. En France, elles sont 66% à distribuer des granules à leurs enfants. Parmi ces convertis, Olivia vient aujourd'hui s'approvisionner pour l'hiver. Bonjour. Bonjour madame. Alors je vais vous prendre une boîte de camomilla. C'est pour des poussées dentaires. Voilà, de la petite. D'accord. Ensuite une boîte en 5 CH d'arnica et un package là, d'oxylococcinum pour attaquer l'hiver. Voilà. Le camellia quand les dents poussent, l'arnica contre les bosses, et puis la star de l'hiver, l'oscillococcinum pour les états grippaux. Tous les parents, ou presque, connaissent ces grands classiques de l'homéopathie. Donc toujours loin des repas. D'accord, ouais. Très bien. Et du dentifrice à la menthe. Et si possible du brossage des dents également. Les mauvaises langues vous diront que ces rituels n'ont pas leur place en médecine. Olivia, elle, ne se pose plus vraiment la question. Les premiers résultats, elle les a constatés avec son fils aîné, Noé. C'était un petit garçon qui était en collectivité à la crèche, donc il chopait tout ce qui traîne dans l'air. Donc des otites sur otites. Et puis on ne pouvait pas non plus tout le temps le mettre sous antibiotiques. Donc je suis allée voir un homéopathe qui m'a donné en fait un traitement de fond et puis qui a bien marché. Moi je m'en suis servie aussi pour mes accouchements. Pour Noé, j'ai pas eu de péridurale, enfin voilà, et ça m'a accompagnée et j'ai accouché très vite. Très vite et sans douleur grâce à l'homéopathie. Et sans douleur, n'exagérons rien, mais en tout cas, j'ai pas eu de contraction et qui faisait mal, par exemple. Et l'avantage, c'est qu'Olivia peut en donner à ses enfants sans aucun risque d'effets secondaires. Pour les petites maladies du quotidien, elle trouve elle-même la solution dans son dictionnaire. On cherche, voilà, ici, mal à la gorge. Voilà, il est donc préférable de consulter pour avoir un diagnostic précis sur l'origine des ganglions. En attendant, donner à l'enfant 3 granules 3 fois par jour de mercury, solubilis en 9 CH. Souvent, les pharmaciens ne sont pas bien au courant, donc il vaut mieux avoir une bonne Bible à la maison. Des bibles comme celle-ci, on en trouve dans toutes les librairies. Avec un peu de jugeote, on peut, semble-t-il, soigner à peu près tout. Un peu d'anxiété avant un rendez-vous important, c'est Gelsemium en 9 CH. Pour une gastro-entérite, on choisira Nux vomica et contre les piqûres d'insectes, quelques granules d'Apis mellifica. Mais quels ingrédients trouve-t-on derrière ces noms latins? Des plantes, des principes actifs ou juste du sucre et de l'eau, comme on l'entend souvent? Direction Lyon, la patrie historique de l'homéopathie. C'est la première ville française à l'avoir importée en 1830, mais c'est surtout ici que le leader mondial du marché s'est installé. L'ingrédient du jour, le voici, l'Arbustus andracné.
La plante a été récoltée à Chypre il y a 24 heures. Après transformation, elle sera utilisée en homéopathie pour traiter certaines formes d'eczéma. La plante, une fois qu'elle a été contrôlée à réception et que c'est bien la bonne plante, elle va donc être coupée, mise en macération. Il y aura une agitation quotidienne pendant 10 à 21 jours. Après, on va presser cette plante pour récolter la totalité des principes actifs. On va filtrer et on obtient la teinture mère. Les plantes transformées en teinture mère vont servir à fabriquer plus de la moitié des médicaments homéopathiques. Pour le reste, Boiron utilise des ingrédients un peu plus surprenants et qui semblent tout droit sortis d'un grimoire. Jean-Christophe Bessa nous en a préparé une sélection. Ça, c'est Apis mellifica, donc c'est de l'abeille. Donc, pour fabriquer l'Apis mellifica, on fabrique à partir de l'abeille entière, qui est donc livrée vivante, qu'on endort par le froid avant de la plonger dans l'alcool. Autre médicament très utilisé, les venins de serpent, notamment l'Achesis mutus. Alors, hypothalamus sont des organes qui sont prélevés sur le lapin. Le calcaire d'huître, on gratte la coquille d'huître et on récupère le calcaire d'huître. Arsenicum album, l'arsenic, un produit très toxique. Le mercure, Mercurius solubilis. L'or, Aurum metallicum, c'est aussi une souche homéopathique. En fait, toutes les souches sont des produits au départ toxiques qui sont utilisés en dilution homéopathique. Parmi ces produits toxiques, on trouve même des sécrétions de malades, comme du crachat de tuberculeux ou des lésions purulentes de la gale. Pas étonnant dans ces conditions qu'on ait préféré garder les noms latins, tuberculinum ou psorinum, ça sonne un peu mieux. Mais de ces matières premières, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose. Elles seront diluées et agitées à plusieurs reprises dans de l'eau et de l'alcool avant d'être imprégnées sur les fameux granules, du saccharose et un peu de lactose. Au final, ces chaînes de fabrication ressemblent à celles de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, des blouses blanches, des contrôles et des millions de médicaments qui en sortent chaque jour. Mais n'oublions pas les ingrédients. Des lésions purulentes de la gale peuvent-elles réellement soigner un rhume ? Cette idée de guérir avec des poisons, d'où vient-elle ? Pour comprendre, il faut retourner aux origines de l'homéopathie. Le père de l'homéopathie, le voici, Samuel Hahnemann, médecin chimiste et physicien allemand du XVIIIe siècle. Il trouve la médecine de l'époque trop agressive et cherche une nouvelle manière de guérir ses patients. Il étudie alors de près les remèdes et leurs propriétés. En 1790, parcourant un ouvrage de pharmacologie, il lit un article sur l'écorce de quinquina, qui est le remède spécifique du paludisme. Et lisant cet article, il remarque que cette écorce de quinquina aurait des vertus fortifiantes sur l'estomac, ce que lui-même n'a pas constaté. Alors il va en avoir le cœur net et il absorbe lui-même du quinquina. Et il ressent tous les symptômes du paludisme. Et là, il se pose une question essentielle. L'écorce de quinquina guérirait-elle le paludisme tout simplement parce qu'elle crée chez l'homme sain tous les symptômes du paludisme? C'est là-dessus que Samuel Hahnemann s'est basé pour édifier l'homéopathie, sur ce fameux principe de similitude. Guérir le mal par le mal. Hahnemann est convaincu que beaucoup de substances peuvent obéir à ce principe, des végétaux, mais aussi des animaux et des minéraux. Il les teste alors un à un et attend de voir les symptômes se manifester. Il a fait toutes ces expérimentations au prix de sa vie, parce qu'il a essayé la belladone, l'arsenic, le mercure et autant de substances extrêmement dangereuses. Il prend des risques, mais sa théorie prend forme. L'arsenic lui provoque des vomissements et de violents maux de ventre. Il l'utilisera chez les patients qui présentent les mêmes symptômes. Mais quand il passe à la pratique et qu'il propose des poisons à des malades, il rencontre un problème. Au début de ses traitements, il s'est rendu compte que certes il guérissait par la similitude, mais que l'état du patient s'aggravait sensiblement au tout début du traitement. Alors il s'est dit, je vais réduire mes doses de médicaments pour réduire cette aggravation initiale. Il le fait et il se rend compte que non seulement l'aggravation s'atténue, mais surtout qu'il guérit encore mieux. Hahnemann tient sa nouvelle médecine, les symptômes, les remèdes et leur dilution. Il consigne tout en détail dans sa matière médicale
qui sert toujours de référence aux homéopathes. Mais des expérimentations du XVIIIe siècle sont-elles encore valables aujourd'hui? Ce principe de similitude a-t-il été prouvé? Jean-Jacques Aulas connaît bien le sujet. Il a obtenu son diplôme d'homéopathe. Il a même exercé un temps avant de réaliser que les fondements de cette médecine étaient pour le moins douteux. Lorsqu'on ouvre une matière médicale, on s'aperçoit que tout ce qui est écrit, que la grosse majorité des symptômes qui sont décrits dans cette matière médicale, et ne me demandez pas de rentrer dans le détail, je vous en supplie, sont totalement absurdes. Je vais prendre un exemple. Antimonium crudum donne des verrues, mais donne d'autant mieux des verrues que le sujet est sentimental au clair de lune. Bon, alors je pourrais vous en sortir des tonnes. Mercurius solubilis, qui donne des symptômes qui ressemblent à ceux d'une angine, les donne d'autant mieux que le sujet aime le beurre. Oui. Donc, la matière médicale homéopathique est plus un recueil poétique qu'un traité de symptomatologie toxique. Il n'y a rien, absolument rien, dans la science actuelle, qui est loin d'être complète, hein, on est loin de tout savoir, c'est une absolue évidence, mais il n'y a rien qui justifie ce principe de similitude, pierre angulaire de l'homéopathie. La théorie d'Hahnemann n'a jamais été scientifiquement démontrée. Tous les médecins homéopathes le savent. Le docteur Horviller veut nous démontrer que cela n'a aucune importance. Catherine vient le consulter depuis 2 ans pour des problèmes d'urticaire et d'insomnie. À sa dernière visite, il lui a prescrit un nouveau médicament. Bien, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui a changé déjà? Il y a des symptômes qui ont disparu, comme des symptômes de problèmes de peau qui ont disparu. Et mes symptômes s'adoucissent de plus en plus. Les insomnies, il y a une amélioration. Mais j'ai vécu, après le natrum que vous m'avez donné, là, vous m'avez dit que ça risque de bien bousculer. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution. Et ça a bien bousculé. Natrum, c'est Natrum muriaticum. Le médicament a visiblement bien fonctionné. Son ingrédient de base, pourtant, nous le consommons tous les jours. Qu'est-ce que c'est que Natrum muriaticum? C'est le sel de cuisine. Alors vous allez me dire, on mange du sel de cuisine tous les jours et vous prescrivez malgré tout Natrum muriaticum. Il faut croire que la préparation infinitésimale change le produit. Sinon, tous les gens qui auraient besoin de ce médicament, il suffirait qu'ils mangent salé, et nous mangeons tous salé, il ne devrait pas y avoir de gens qui aient besoin de ce médicament. Donc c'est encore autre chose que le sel de cuisine. D'accord. Ça énerve, ça. Oui, ça énerve un petit peu. Mais l'homéopathie, c'est ça. Et ça pose la question, soit les homéopathes sont des charlatans, soit ils ont raison. S'ils ont raison, il faut que je me resitue. Donc ça crispe la personne qui entend ça. La réponse se trouverait donc ailleurs, dans ces préparations infinitésimales, les fameuses dilutions, réalisées pour que les médicaments ne soient pas trop toxiques. Ce sont elles qui définissent le nombre de CH inscrits sur les tubes, C pour centésimal, H pour Hahnemann. Ce sont elles, pourtant, qui crispent encore plus les esprits rationnels. Richard Monvoisin propose un cours d'esprit critique aux étudiants en sciences de l'Université de Grenoble. L'homéopathie et ses CH sont au programme. L'idée de la centésimale hahnemannienne, c'est de prendre une goutte du produit actif et de la diluer dans 99 gouttes de solvant. Le solvant, ça peut être de l'eau et ça peut être de l'alcool. Et donc on dilue une goutte dans 99 gouttes de solvant. Et là, on obtient ce qu'on appelle un CH. Voilà. Une fois qu'on a bien dilué ce produit-là, on peut prélever une goutte de ce produit et on la dilue dans 99 autres gouttes de solvant. Là, la proportion qu'on obtient dans ce tube-là, qui représente le CH2, c'est une goutte pour 10 000. Si on veut passer à CH3, il faut prélever une goutte de ce mélange-là et on la dilue dans encore 99 gouttes de solvant. Et là, la dilution est de 1 pour 1 million, etc., etc. À 5 CH, il ne reste plus qu'une goutte de l'ingrédient de départ dans l'équivalent d'une piscine comme celle-ci. À 12 CH, c'est comme si vous plongiez une goutte, une seule, dans toutes les mers du globe. À 15 CH, la planète ne suffit plus. Imaginez une goutte diluée dans l'équivalent de 50 fois le volume de la Terre.
considère qu'à partir de CH5, quasiment aucun produit actif ne peut avoir d'efficacité autant diluée. Il n'y a plus rien, et comme il n'y a plus rien, on peut raisonnablement supputer qu'il n'y a aucune action pharmacologique. Car dans la pharmacologie actuelle et la thérapeutique actuelle, pour qu'un médicament ait une action, il faut qu'il soit quand même présent, qu'il y ait des molécules de ce médicament. S'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Et pourtant, selon les homéopathes, plus un produit est dilué et plus il est efficace. À défaut de preuves, ils misent sur l'idée qu'il y aurait autre chose, une trace, une onde, que notre science ne saurait pas encore détecter. Et si la clé se trouvait ici, dans l'eau, ou plutôt dans sa mémoire? C'est la théorie avancée par un chercheur français dans les années 80. Jacques Benveniste travaille sur les réactions allergiques. Dans son laboratoire de l'INSERM, son équipe teste une préparation hautement diluée et constate à plusieurs reprises le même effet sur les cellules que celle qui n'est pas diluée. Tout se passe comme si, comme on dit en mathématiques, l'eau se souvenait avoir vu cette molécule. D'où l'expression imagée, qui a fait assez mouche, je dois dire, de la mémoire de l'eau. En fait, ce qui est important, c'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. Pour résumer ses recherches, Benveniste utilisait l'image suivante. Si vous trempez une clé dans la Seine, et si vous récupérez un peu plus loin la même eau, elle aura gardé en mémoire l'empreinte de votre clé. En théorie, il serait donc possible d'ouvrir votre porte. Scientifiquement parlant, la théorie de la mémoire de l'eau, c'est une science-fiction. C'est-à-dire qu'on obtiendrait un transfert d'informations thérapeutiques sans transfert de matière. C'est-à-dire que les gens obtiendraient un résultat alors qu'il n'y a même plus le composé actif de départ dans le granule qu'ils prennent. Là, on n'a jamais vu ça. En 1988, le monde de la recherche commence à y croire. Benveniste publie ses résultats dans la revue Nature, mais sous condition. Le responsable de la publication, John Maddox, viendra vérifier l'expérience. Un mois plus tard, Maddox arrive avec 2 experts. Le premier, Walter Stewart, est physicien. Le deuxième, lui, n'a jamais mis les pieds dans un laboratoire. Il s'agit de l'illusionniste James Randi. Nous avons observé la manière dont ils menaient leur expérience et comment ils préparaient les échantillons. Et alors, on a décidé qu'il fallait réaliser cette expérience en double aveugle. Dès le départ, Randi a des doutes. Tous les expérimentateurs savent quels échantillons contiennent la préparation homéopathique et peuvent donc éventuellement influencer les résultats. Nous sommes allés dans une pièce à l'écart et nous avons minutieusement étiqueté les échantillons qui nous ont été présentés. On les a numérotés par une technique aléatoire qu'on avait mise au point et on a filmé toute la procédure du début jusqu'à la fin. L'expérience n'aura lieu que le lendemain. Randi décide de tendre un piège à l'équipe de Benveniste. Il place les codes dans une enveloppe qu'il colle au plafond, mais surtout, avant de partir, il prend une précaution supplémentaire. J'ai marqué la position de l'échelle contre le mur. Comme ça, si quelqu'un s'amusait à revenir et essayer d'attraper l'enveloppe pendant la nuit, on le saurait. Parce qu'en reposant l'échelle, il ne pourrait pas la remettre exactement à la même place. En effet, pendant la nuit, elle a été déplacée. Ensuite, j'ai de nouveau photographié la position de l'enveloppe au plafond. Elle avait aussi bougé. Personne n'a pu lire les résultats, mais il y a eu une tentative. J'ai constaté que quelqu'un a essayé d'introduire un stylo pour ouvrir l'enveloppe. Alors on a commencé à dépouiller les résultats et quand on est arrivé à la moitié, Benveniste a levé les bras au ciel. Il a vu que les résultats étaient dus au hasard. Et évidemment, il était furieux, vraiment très en colère, et il a quitté la pièce. Les experts repartent, persuadés que Benveniste s'est fait manipuler par un membre de son équipe. Quoi qu'il en soit, leur visite sonne la fin de sa carrière et de la mémoire de l'eau. Retour à la case départ pour l'homéopathie. Depuis, aucun chercheur n'ose aborder le sujet, sauf un. Et pas des moindres. Le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, co-découvreur du virus du sida. Il travaille actuellement sur des hautes dilutions d'ADN. On peut expliquer
en tout cas le phénomène des hautes dilutions sur lequel travaillait également Jacques Béveniste, en disant qu'effectivement, même s'il n'y a plus la molécule de départ, il y a des conformations de l'eau qui rappellent, qui ont la mémoire de cette molécule de départ, dont on peut avoir les mêmes fonctions. Alors c'est un postulat pour l'instant, mais disons, en ce qui nous concerne pour l'ADN, nous sommes proches d'une démonstration totale. Luc Montagnier espère, mais il n'a rien prouvé. À ce jour, la mémoire de l'eau relève donc toujours de la science-fiction. La grande erreur, si vous voulez, la grande bêtise serait de dire ce phénomène, nous ne le comprenons pas, donc il n'existe pas. Ça, c'était anti-scientifique. Soyons modestes, pensons que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de la nature, que nous avons d'autres théories qui sont plus près de la réalité, mais qui ne sont pas encore tout à fait la réalité, et qui peut-être expliqueront donc un jour nos grandes questions. En attendant, pour la science, ces granules ne contiennent que du sucre et de l'eau. Le savent-ils? C'est 40% de Français qui en consomment régulièrement. Et surtout, pourquoi des médecins leur en prescrivent-ils? Dans son cabinet, ce généraliste règle en moyenne 80% des motifs de consultation grâce à l'homéopathie. Victoria souffre d'angine à répétition et veut éviter que ça ne se reproduise. Est-ce que, entre deux maladies, est-ce qu'elle est guérie complètement? Ou est-ce qu'elle enchaîne les maladies très très vite? Non, généralement, ça n'enchaîne pas très vite. Hein. D'accord. Ça se stoppe. D'accord. Alors, on va faire un tour d'horizon morceau par morceau, si on peut dire comme ça. Au point de vue digestif, d'abord, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu digères bien? Oui. Est-ce que tu as mal au ventre, quelquefois? Oui. Est-ce que l'hiver, tu as les doigts glacés? Oui. Un petit peu. Les pieds aussi? Est-ce que tu dors bien? Et quand tu te couches, tu dors? Le matin, c'est dur à réveiller? Oui. Oui. Et avec tes frères et sœurs? Oui, je pense. Ça va? Oui. Oui, elle dit ça va, mais elle a un petit peu tendance à être coléreuse. Coléreuse ou boudeuse? Colère. Colère. Donc de temps en temps, tu prends une rage et tu pars dans ta chambre, tu claques la porte et tout? Ah non, je parle. Tu parles? Oui. Ah oui, d'accord. Chez un homéopathe, l'interrogatoire est toujours très poussé et l'examen clinique systématique. La consultation dure généralement plus longtemps et peut se terminer par une ordonnance, même quand on n'est pas malade. C'est ce qu'on appelle un traitement de fond. Ça va être un traitement à faire pendant les 3 mois qui viennent. Donc pas trop de trucs, hein. Du mercurius tous les matins, 5 granules tous les soirs celui-ci, et une fois par semaine, une petite dose de celui-ci, de calcarea phos. D'accord? Moi, ce qui m'a toujours surpris, en fait, la première fois que je suis allé voir un homéopathe, c'est le nombre de questions qu'il pose. Généralement, moi, quand ça m'arrive d'aller chez un médecin généraliste qui ne fait pas d'homéopathie, ce sont aussi des bonnes consultations, mais c'est plus rapide, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 questions, et voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de recherche. Hop, c'est magique, là. Ces questions ont un but très précis. Il faut trouver le ou les bons médicaments, ceux qui correspondent au plus grand nombre de symptômes. Souvenez-vous, ceux décrits par le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, dans sa matière médicale. Les patients, de leur côté, y voient surtout un médecin qui s'intéresse enfin à eux. Quand vous posez des questions aux gens, vous leur dites « Bon, vous venez me voir parce que vous avez des migraines, mais est-ce que la veille de votre migraine, vous n'êtes pas en pleine forme plus que d'habitude ?» La personne, mettons qu'elle ne soit pas en pleine forme. De quoi il me parle? Je ne comprends même pas sa question. Puis si vous ajoutez « Dites-moi si la veille de votre migraine, vous avez plus faim, vous avez une fringale ou pas ?»« Ah oui, ça c'est moi !» Alors non seulement vous, homéopathe, vous avez récupéré un symptôme de première importance pour prescrire le bon médicament, en l'occurrence Psorinum, mais en plus la personne est en train de se dire « mais il me connaît d'une manière... Comment ça se fait qu'il me connaît ?» Des fois, vous avez un ensemble de symptômes qui paraissent totalement discordants et qui vous évoquent rien. L'homéopathe, lui, va donner un sens à vos troubles en disant « Ah, ça c'est sépia ». Parce que sépia chez le sujet sain, paraît-il, produit les mêmes symptômes. Donc, on donne un sens aux symptômes, même si ce sens est totalement illusoire, il est là. L'homéopathie, une grande illusion. Que faire alors des millions de personnes qui obtiennent des résultats très concrets?
Viviane, on y va? Bonjour. Viviane consulte le docteur Blanc depuis 10 ans. La première fois qu'elle a parcouru ce chemin, elle était en fauteuil roulant. Quand je suis arrivée ici, j'étais quelqu'un de désespéré. Je ne savais plus vers qui me tourner. Je faisais même pas 50 kilos. J'avais perdu 10 kilos d'un coup, je ne marchais plus. J'avais de la morphine continuellement, de grosses doses de cortisone. Je souffrais tant et plus, si bien que je suis arrivée là, je disais à mon mari, je vais mourir, je suis sûre, je vais mourir, quoi. Je peux plus, je supporte plus et personne ne m'écoute. La douleur, c'est moins persistant que ça a été jusqu'à maintenant. La première consultation a duré 2 heures. Pour la première fois, un médecin s'est intéressé à toute son histoire. Les 15 années de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde, les médecins, les hôpitaux, et toujours la même souffrance. Attendez, je change là. Il peut y avoir des grosses colères en vous, parfois? Grosse colère, je crois qu'il y a de quoi. J'ai tellement vécu de choses avant d'arriver chez vous, c'est... À chaque fois, hein, ça d'abord, rien que d'y penser, c'est vrai que ça me rend malade. Hein. Ben, il faut pas. Ça, c'est 3 ans de galère. Je ne marchais pratiquement plus. J'étais malade, mais alors malade. Oui, ça, c'est sûr que les médicaments, vous ne les aviez pas supportés, tout ça. Au point de ne plus pouvoir rien avaler, rien manger, rien boire. Bon, arrêtez de ressasser tout ça. Maintenant, ça va mieux. Il faut arrêter de ressasser. Allez, pouvez-vous lever? Moi, je me rappelle mon professeur de médecine qui m'avait dit un jour, vous savez, Blanc, n'oubliez jamais que d'abord c'est un malade et pas une maladie. J'ai fait des études où on voit bien qu'on est vers une préoccupation vers tel ou tel organe et qu'il n'y a pas la vision globale, alors que j'ai retrouvé dans l'homéopathie et l'acupuncture cette approche globale de l'être humain, c'est-à-dire que s'il a mal au foie, c'est peut-être connecté aussi qu'il a des soucis ou que c'est en lien avec un médicament autre qu'il a pris ou qu'il faut... Voilà. Au fil des mois, Viviane s'est passée de la morphine et même des médicaments contre la polyarthrite. Aujourd'hui, elle a pour seul traitement des granules homéopathiques et un peu de cortisone en cas de coup dur. On est arrivé à m'atténuer des douleurs qui venaient du domaine de l'insupportable. Et j'ai retrouvé cette chose que je cherchais partout, l'espoir. Et ça, mon mari me dit, quand je vois cette lueur dans tes yeux, c'est l'espoir, mais c'est quelque chose de formidable. Ça vous aide à vous battre. Moi, je suis désolée, mais je ne pense plus que je suis malade. J'arrive à l'oublier, malgré tout ce que j'ai vécu. Plus je vais, plus je me rends compte de... 30 ans après, ça fait 30 ans maintenant, 30 ans après, je me rends compte comment l'homéopathie est puissante. Hein. Puissante. Et bon séjour sur l'Aubrac. Merci. Régalez-vous. Des granules qui ne contiennent rien, mais permettent de soigner des patients. La médecine occidentale, pourtant basée sur la preuve scientifique, a fini par accepter l'idée. En France, 30 000 médecins prescrivent régulièrement de l'homéopathie. Parmi eux, 5 000 sont officiellement inscrits en tant qu'homéopathes. Leur formation peut avoir lieu à l'université ou, comme ici, dans une école privée. Donc nous allons reprendre en étudiant Apis mellifica. Donc qu'est-ce qu'on utilise ici? C'est l'abeille entière. Hein. C'est pas son venin, c'est pas une partie de son corps, c'est la totalité de l'abeille. Et il est très efficace sur la peau et les muqueuses. Oui. C'est le tout premier cours pour ces médecins. Dans la salle, des généralistes mais aussi quelques spécialistes. Apis mellifica et CCH, c'est un peu loin de leur prescription habituelle, mais ici, ils viennent chercher autre chose. Dans ma pratique en fait quotidienne, je suis souvent confrontée à des pathologies chroniques où je suis vraiment complètement démunie avec l'arsenal thérapeutique que nous avons dans la médecine allopathique, notamment les enfants qui font des infections à répétition, des rhumes tout l'hiver, les femmes enceintes, voilà, chez qui on a peu de médicaments à proposer. Et puis c'est vrai qu'il y a une surconsommation thérapeutique, notamment en France, quoi. Donc il faut essayer de trouver une alternative en étant le moins nocif possible. Longtemps considérés comme des charlatans, les homéopathes, qui, ne l'oublions pas, nous prescrivent du crachat de tuberculeux ou de l'hypothalamus de lapin, dont il ne reste pas une seule trace dans les granules,
Ces homéopathes, donc, sont étonnamment reconnus par l'Ordre des médecins depuis 1997. Et ça, les esprits cartésiens ne peuvent pas l'admettre. Cartésien, Jean Brissonnet l'est, sans aucun doute. Agrégé de physique appliquée, il est aussi le créateur d'un site internet consacré aux pseudomédecines. Pour lui, c'est certain, des médecins qui ont abandonné la preuve ne sont plus de vrais médecins. Vous n'avez jamais vu un astronome s'installer astrologue. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des médecins qui s'installent homéopathes. C'est pareil. C'est regrettable, si vous voulez, que des médecins pratiquent une médecine qui n'est pas basée sur les preuves. D'ailleurs, c'est pas seulement regrettable, c'est condamnable. Il y a un article, ça doit être, je pense, l'article 39 du Code de déontologie qui dit « Un médecin ne peut prescrire à ses patients un médicament insuffisamment éprouvé ou inefficace. » Ben, l'homéopathie, c'est au moins insuffisamment éprouvé. L'homéopathie, reconnue par l'Ordre des médecins, n'en reste pas moins une médecine non conventionnelle. A-t-elle réellement sa place dans nos systèmes de santé occidentaux ou constitue-t-elle au contraire un risque de glissement vers l'irrationnel? Ésotérique ou pas, l'homéopathie a fait son entrée dans une dizaine d'hôpitaux en France. Même les cancérologues les plus sceptiques s'y mettent, comme ici, au Centre de lutte contre le cancer, Léon Bérard, à Lyon. Bonjour. Véronique est en rémission depuis 5 ans. Elle vient aujourd'hui se faire prescrire ses dernières injections d'hormonothérapie. Et vous avez encore beaucoup d'effets secondaires de ce traitement? Surtout les bouffées de chaleur, quoi. Ouais. Ça, je dirais même qu'en ce moment, c'est plutôt pire. C'est par moment moins, par moment plus, mais en ce moment, je passe une période où c'est assez pénible. Ouais. D'accord. Ouais, c'est sûr que c'est assez difficile à prendre en charge. Ça. La nuit, ça a toujours été une catastrophe. Et puis, le jour, en ce moment, c'est à tout moment. Oui, on a une étude clinique actuellement en cours au centre sur l'homéopathie dans les bouffées de chaleur. Vous ne pouvez pas être incluse parce que ça fait longtemps que vous avez eu votre traitement, mais je peux vous le prescrire si vous voulez. C'est la ménocinésine. Je pourrais vous donner le détail de ce qu'il y a dedans, mais c'est assez toujours, comme l'homéopathie, c'est assez ésotérique. Mais bon, c'est peut-être pour ça que ça marche d'ailleurs. C'est du Simicifuga racemosa. Ouais, je le connais associé pas, à l'arnica, ça c'est connu. Glonoium. Lycopus virginicus. Ouais, Lycopus, je connais. Sanguinara canadensis. Vous savez ça mieux que moi, alors. Oui, je suis une pro de l'homéopathie. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'avec tout ça, ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Malgré les sarcasmes, le médecin rédigera l'ordonnance. C'est la seule solution qu'il a à proposer à sa patiente. Les seuls médicaments vraiment prouvés qui aident les bouffées de chaleur, c'est les antidépresseurs qui ont des effets secondaires quand même qui ne sont pas négligeables. Ça vaut vraiment la peine d'essayer l'homéopathie et qui peut être prendre bien service à un certain nombre de personnes. D'ailleurs, c'est des médicaments qui ne coûtent pas très cher, qui n'ont pas d'effets secondaires et qui peuvent être utiles. On doit tort de s'en priver. On avait déjà essayé pas mal de choses avec le docteur Bachelot en allopathie, qui s'était pas avéré d'ailleurs efficace. Donc l'homéopathie, pourquoi pas, parce que par ailleurs, je me soigne beaucoup comme ça. Donc oui, je suis tout à fait partante pour tester et je lui donnerai de mes nouvelles si ça marche pour le convaincre peut-être encore plus. En cancérologie, un patient sur 5 a recours à l'homéopathie pour mieux supporter ses traitements. Alors à Léon Bérard, un médecin a voulu savoir si l'un de ces médicaments était réellement efficace. Le docteur Ray Coquart a recruté 400 volontaires pour son étude. Produit testé, la coculine, un médicament couramment utilisé contre le mal des transports. L'objectif, observer son effet sur les nausées et les vomissements causés par les chimiothérapies. Les résultats ont été surprenants. Quand on regarde ce type de chimiothérapie, toutes les séries de la littérature avec les traitements standards montrent 80% de nausées et 45% de vomissements. Dans notre série de patients, au lieu d'avoir 80% de nausées, on avait 48% de nausées et au lieu d'avoir 44% de vomissements, on n'en avait plus que 19%.
Des effets secondaires réduits de moitié, l'efficacité de l'homéopathie enfin reconnue. Problème, les 400 patientes avaient été divisées en 2 groupes. Seul le premier a reçu la coculine, l'autre avait pris, sans le savoir, un placebo, un médicament qui ne contient vraiment rien. Dans les 2 groupes, les résultats ont été identiques. Je n'ai pas démontré que la coculine faisait mieux que le placebo dans cette étude, donc je ne recommanderais pas à tous mes confrères d'utiliser de la coculine pour tous les patients. Ça, c'est sûr. Maintenant, au cas par cas, pour certains phénotypes de patients, certains profils de patients, il est possible que cette molécule ait un effet et donc il est possible de l'utiliser. Et surtout, et là je sais bien que ce n'est pas la réponse que vous attendez, il faut qu'on continue à trouver des nouvelles stratégies d'évaluation pour ce type de molécules qui manifestement fonctionnent de façon très différente des autres molécules qu'on a l'habitude d'évaluer. Toutes les études font-elles le même constat ? Avec 40% de Français satisfaits, il doit être possible de trouver une étude bien faite qui démontre que l'homéopathie donne des résultats concrets malgré l'absence de principes actifs. Des études, on en trouve même par centaines. Jean-Jacques Aulas est l'un des rares à les avoir épluchées. Il a d'ailleurs publié un livre sur le sujet. Aucune n'a démontré sans contestation possible que ces granules ont plus d'effet qu'un placebo. Écoutez, ça fait quand même 30 ans que l'homéopathie cherche à démontrer par la mise en route d'essais cliniques comparatifs que le remède homéopathique est plus efficace qu'un placebo. Ça fait 30 ans qu'elle n'y arrive pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut lui donner? 20 ans, un siècle, un millénaire encore, pour qu'elle essaie de démontrer ce qui ressemble plus à des chimères issues de l'imagination d'un médecin brillant, certes, mais d'un médecin du XVIIIe siècle. Qu'en dit-il, le numéro 1 mondial de l'homéopathie? Une marchandise qui ne contient rien et à l'efficacité contestée. Dans la famille Boiron, voici Thierry, directeur général de l'entreprise, fils du fondateur et frère du PDG. Pour lui, l'essentiel est ailleurs. Ce ne sont pas les études cliniques, etc. qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est dans la vraie vie. Est-ce que ces médicaments-là sont utiles ou pas? Les études scientifiques sont très intéressantes pour valider, mais surtout pour des médicaments qui ont des risques considérables et que l'on va mettre sur le marché. Nous, ça fait 200 ans que nous sommes sur le marché. Ça fait 200 ans que des patients dans plus de 80 pays dans le monde utilisent des médicaments homéopathiques. Vous pensez sincèrement que des patients et des professionnels de santé vont utiliser des médicaments inefficaces? Enfin, ça suffit. Le vrai test de l'efficacité, il n'est pas dans les dossiers, il est dans la santé. Est-ce que ces médicaments-là sont utiles ou pas? N'oubliez pas les milliers de personnes qui se soignent à l'homéopathie, qui sont en train de dire « mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Moi, je sais que ça marche ». Je ne parle même pas uniquement de la subjectivité. Ils ont essayé plusieurs fois, ils en donnent à leurs enfants. Ils voient bien que ça marche. L'homéopathie est utile, c'est vrai. Elle est utile déjà aux personnes que nous avons rencontrées. Viviane, Olivia et Véronique ont obtenu des résultats concrets tout en évitant les effets secondaires des médicaments classiques. Elle est utile aussi aux patientes du centre anti-cancer qui ont testé la coculine. Il leur a même suffi de croire qu'elles en prenaient pour se sentir mieux. L'homéopathie n'a peut-être qu'une action placebo, mais le placebo n'est pas rien. Direction la clinique Lyon-Lumière. Patrick Lemoine y est psychiatre. Il a publié un livre sur le sujet. Les homéopathes sont en général des très bons cliniciens qui ont tout compris de l'effet placebo, c'est-à-dire de la capacité d'un médecin à induire la fabrication de médicaments intérieurs par l'organisme. Vous savez sans doute que notre corps, il peut fabriquer des antibiotiques, des anti-fièvres, des anti-cancers. On peut fabriquer du crack, du hashish, de l'alcool, de la nicotine. On peut tout faire, en fait. Et simplement, l'effet placebo, c'est quand le médecin, il arrive à déclencher par l'organisme cette fabrication de médicaments. Et les homéopathes, c'est ceux qui font le mieux dans ce domaine. Et c'est donc une médecine très noble, parce qu'ils obligent le corps à se guérir lui-même. Si l'effet placebo, c'est la capacité, par un moyen quelconque, médicamenteux, verbal ou physique, de transmettre à quelqu'un le chemin, les moyens de sa propre guérison, j'engage tous mes confrères à s'intéresser plus à leurs patients. Du placebo en tube
La plupart des homéopathes s'insurgent. Pour eux, le granule a son efficacité propre. La preuve, il agit sur des patients beaucoup moins, disons, cérébraux. Christine Filia est vétérinaire. Elle rend visite à cet éleveur de poules avec lequel elle travaille depuis 5 ans. Pour les soigner, elle utilise en priorité l'homéopathie. Chez les volailles, le principal problème, c'est qu'en communauté, dès qu'elles sont nerveuses, elles pondent moins d'œufs et peuvent s'entretuer. La solution, leur bander les yeux et protéger leur bec, mais la manipulation est stressante, certaines y succombent, alors Christine a récemment voulu démontrer l'efficacité de l'homéopathie. Dans le premier hangar, les poules avaient revêtu leurs protections habituelles. Dans l'autre, elles ont reçu du gelzémium, un médicament homéopathique contre le stress. Ce produit-là, sous forme liquide, est administré dans un sas où les cloisons sont complètement étanches par rapport à la zone d'élevage qui est derrière nous. Et ensuite, on le fait passer dans le circuit d'eau et le produit est administré dans l'ensemble des canalisations qui conduisent de l'autre côté des cloisons. Donc il n'y a aucun moyen pour que les animaux aient conscience qu'on est en train de les médicaliser. C'est impossible. Résultat, après 14 semaines, même nombre de décès, même nombre de pondus, l'homéopathie a fait ses preuves, mais l'étude est contestable. Elle n'a pas été réalisée contre placebo et évidemment, on peut se demander ce qui se serait passé si on n'était pas intervenu. Dans ces grands élevages-là, on sait que si on laisse s'enliser la pathologie, moi j'ai jamais vu que ce soit dans le domaine viral, trouble du comportement, comme a été fait l'essai, les problèmes s'arrêtaient d'eux-mêmes. Ils ne font qu'empirer. Et d'autre part, régulièrement, moi depuis 20 ans, sans parler de faire des essais, je soigne et au bout de 3 ou 4 jours, j'ai des résultats thérapeutiques en élevage. 8 fois sur 10, Christine choisit l'homéopathie pour soigner les volailles ou les chevaux, son autre spécialité. Pour convaincre les éleveurs, elle a 2 arguments de poids. Les traitements fonctionnent et en plus, ils coûtent moins cher. Je vois que le résultat sur mes poules est extraordinaire, quoi. J'ai les mêmes résultats qu'un élevage industriel. Et c'est vrai que moi je me disais, bah non, ça va pas marcher. Et en fait, bah si, ça marche. Cet éleveur n'a pas vraiment le choix. En élevage biologique, une poule qui a reçu plus de 2 traitements antibiotiques par an ne peut plus être vendue sous le label bio. L'homéopathie a beau ne pas avoir été scientifiquement prouvée, pour tous ces éleveurs, elle est l'unique thérapeutique autorisée. Voilà qui montre à quel point les autorités n'arrivent pas à trancher. Chez les humains non plus, tout ça n'est pas très logique. Comment des produits sans principe actif peuvent-ils être estampillés médicaments ? Pour comprendre, nous rendons visite à ceux qui décident du sort des médicaments en France. 2 fois par mois, les experts de l'AFSAPS épluchent les dossiers fournis par les laboratoires pharmaceutiques. Pour obtenir la fameuse autorisation de mise sur le marché, ils doivent démontrer que leur médicament est plus efficace qu'un placebo, enfin normalement. Pour les médicaments homéopathiques, les autorisations sont données sans cette démonstration d'efficacité clinique. On peut donc trouver ces produits avec le nom de médicaments sans qu'ils aient approuvé leur efficacité. C'est vrai que, je peux vous répondre simplement qu'en tant qu'agence, c'est-à-dire que responsable garante de l'application des règlements et de la sécurité sanitaire. Maintenant, en tant que médecin, effectivement, on est un petit peu surpris d'une différence de traitement. Effectivement, un nouveau médicament standard, on lui demande un dossier important, une démonstration d'efficacité basée sur beaucoup d'essais cliniques, etc., très lourd. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Une agence du médicament impuissante, condamnée à appliquer la loi. L'homéopathie bénéficie d'un passe-droit exceptionnel, du jamais vu dans la pharmacopée française. Non seulement elle n'a pas approuvé son efficacité pour être mise sur le marché, mais depuis 1967, elle est même remboursée. Yves Bure dirige le groupe d'études sur le médicament à l'Assemblée nationale. Sur des critères purement scientifiques, nous ne devrions plus rembourser l'homéopathie. Mais je dirais la pratique est là, les habitudes des patients sont là. Et du point de vue économique, on considère que dérembourser l'homéopathie, c'est naturellement
quelque chose qui sera très mal vécu par la population. Et d'un autre côté, vu le coût de l'homéopathie, la crainte est que si les gens se reportent vers des médicaments allopathiques, le coût pour l'assurance maladie soit bien plus élevé que pour l'homéopathie. Les granules ne creusent pas le trou de la Sécu, c'est certain. Ils représentent seulement 1,6% du coût total des médicaments. Mais rien ne permet d'affirmer que l'homéopathie fait réellement gagner de l'argent à la collectivité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle en fait gagner à Boiron. Les tubes remboursés ne rapportent pas grand-chose, les prix sont fixes depuis plus de 20 ans. Mais grâce à eux, le numéro 1 mondial assoit son image de laboratoire pharmaceutique et vend à prix libre des produits qui font un carton en officine. Sédatif PC, Homéovox ou encore Camellia, mais surtout le jackpot incontournable, l'oscillococcinum. Impossible d'assister à sa fabrication? Dommage, la composition est intrigante. Autolyse filtrée de foie et de cœur d'Anas barbariae. Un type dans les années 1920, qui s'appelait Joseph Roy, a dit avoir trouvé un oscillocoque, une bestiole, l'oscillocoque, une bactérie, et il a posé qu'il y aura un effet potentiel sur la grippe. Il l'a posé tel quel, pas vraiment de principe de similitude, et surtout personne n'a jamais retrouvé cet oscillocoque. Personne n'a jamais retrouvé cet oscillocoque. Pourquoi le foie et le cœur de canard de Barbarie mis en macération et en putréfaction en atmosphère stérile pendant 40 jours? Ce n'est absolument pas de l'homéopathie, c'est typiquement de la sorcellerie berrichonne. La dilution est tout aussi mystérieuse. Souvenez-vous, à 15 CH, il restait une goutte du produit de départ, dans l'équivalent de 50 fois le volume de la Terre. L'oscillococcinum est dilué selon une autre technique, mais il est dilué 200 fois. Chez Boiron, peu importe, si le médicament de Joseph Roy se vend, c'est qu'il fonctionne. Il n'y a pas d'oscillocoque, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de germes, il n'y a pas de virus, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a simplement le fait qu'en partant d'une préparation à base de canard, il était arrivé en effet à voir sur un plan clinique, au niveau de sa patientèle, il était arrivé à voir qu'en effet ça avait un intérêt dans la grippe. Et puis ça n'est qu'en 74, 40 ans plus tard, que ce médicament-là a vraiment connu sa phase de développement consommateur, c'est-à-dire directement. Voilà. Et depuis, il se développe tranquillement. 2 à 4 millions de boîtes sortent de l'usine chaque mois. L'an dernier, avec l'épidémie de grippe H1N1, le médicament était en rupture de stock. Boiron a même dû stopper le lancement de sa campagne télévisée. Les Français avaient décidé que l'oscillococcinum serait leur médicament contre cette nouvelle grippe. Cette industrie mise sur notre ignorance du mécanisme pour nous faire adhérer à cette thérapie qui devient vite familiale, qu'on autoconsomme. Et c'est là où est l'escroquerie. C'est une forme d'escroquerie intellectuelle. Ça pose des vraies questions de société, quoi. On ne peut pas résoudre ça pour ou contre l'homéopathie. Est-ce qu'on est pour? Moi, je suis pour que les gens se sentent mieux, mais peut-être pas au prix d'y laisser leur esprit critique. Car quand la croyance l'emporte sur la raison, les risques de dérive existent. L'oscillococcinum ne peut pas faire de mal, mais l'homéopathie n'est pas totalement inoffensive. La suite de notre enquête va nous le démontrer. Nous avons retrouvé une femme qui, pour avoir perdu son esprit critique, a failli y laisser sa vie. C'était il y a 10 ans. Quelques semaines avant son voyage au Togo, Agnès consulte son homéopathe. Il la persuade de renoncer aux médicaments de prévention contre le paludisme. Un peu de Ledum palustre et quelques granules de Malaria officinalis feront l'affaire. 5 jours après mon retour, j'ai fait un malaise, donc avec perte de connaissance et très très grosse fièvre. J'ai appelé mon médecin et qui m'a dit de ne pas me stresser, que j'étais une angoissée, une inquiète. Au fur et à mesure des jours qui ont passé, je me suis de moins en moins alimentée. J'avais des difficultés respiratoires et je ne pouvais plus boire après. Donc là, j'ai vraiment eu peur. Agnès a contracté le paludisme, mais l'homéopathe diagnostique une petite grippe. Quand elle est enfin hospitalisée à l'hôpital de l'Archet, elle est tombée dans le coma. Le chef du service des maladies infectieuses s'en souvient.
Cette femme était dans une situation dramatique, hein, parce que pour faire 90 jours de réanimation, dont près de 60 jours de ventilation artificielle, c'est qu'elle a été très 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 grave. Donc quand je dis que le risque a été vital, je pèse bien mes mots. Cette femme a failli mourir. Je suis restée 48 heures entre la vie et la mort, plus ensuite 2 mois de réanimation. J'étais dépendante de tout, des appareils, du personnel soignant. J'étais incapable de bouger le petit doigt de la main. Il a fallu à Agnès plus d'1 an pour s'en remettre. Étonnamment, depuis, elle n'a pas renoncé à l'homéopathie. Ce qu'elle dénonce, ce sont les dérives de certains médecins, comme le sien. Il m'avait parlé d'autres techniques qui sont complètement en dehors de l'homéopathie, des styles méditation transcendantale, par exemple. Disons qu'après, avec le recul, je me suis dit quand même que c'était pas son rôle de médecin de me proposer des choses comme ça. Moi, je crois qu'il faut mettre en garde tous les gens qui font de l'homéopathie à titre de traitement unique d'une pathologie chronique ou autre, cancer, polyarthrite, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, à titre unique, je dis bien, alors qu'il faut absolument, s'ils veulent faire l'homéopathie, prendre le traitement pour lequel il y a un vrai niveau de preuve. Des patients qui se mettent à croire à l'impossible. Les cas de dérive sont rares, mais ils existent. Et les plus exposés sont, comme toujours, les plus vulnérables. À la Ligue contre le cancer, un médecin s'est intéressé à l'homéopathie. Au cours de son enquête, Simon Schraub a parlé avec les malades. Il a découvert qu'1 fois sur 3, ces patients sont convaincus que les granules agissent directement contre leur cancer. Du pain béni pour les vendeurs de rêves, notamment sur Internet. Il y a un médicament qui correspond simplement à des produits anticancéreux, mais dilués à des dilutions homéopathiques, et qui est proposé comme traitement du cancer. C'est inactif, bien évidemment, c'est inactif. Mais on va faire croire au patient qui va lire, n'est-ce pas, oui, il y a de l'interféron, mais effectivement, on va parler de l'interféron, il y a de l'interleukine, absolument. Mais ça va me guérir le cancer. Il ne faut pas retarder des soins urgents sous prétexte qu'on fait de l'homéopathie. Je veux dire, une tuberculose, un cancer, une méningite, c'est largement insuffisant l'homéopathie. Et il y a des gens, peut-être, j'en connais pas personnellement dans mes amis, mais il y a peut-être des médecins qui vont trop loin, oui. Une médecine qui ne repose pas sur la preuve prend forcément le risque de s'égarer. Pour éviter ces dangers, il faut rester vigilant. Ne pas oublier que c'est grâce au progrès de la science, de la recherche, de la vaccination que nous vivons de plus en plus vieux. Mais c'est vrai qu'en chemin, la médecine, devenue technique, a perdu un peu de son humanité. Les homéopathes qui écoutent, leurs granules qui laissent une place au mystère, ont comblé ce manque, avec ou sans preuve. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelque part, quelqu'un trouvera la clé. James Randi attend. Depuis sa rencontre avec Benveniste, le magicien a créé une fondation et promet le jackpot à qui démontrera l'impossible. Moi, j'attends qu'on me le prouve. J'ai $1 million.